En octobre 2018, Amélie Duchamp, 28 ans, photographe naturaliste, s'enfonce dans la forêt des Vosges pour documenter la migration automnale. Elle ne reviendra jamais. Pendant 5 ans, sa disparition reste un mystère total. Aucune trace, aucun indice, comme si la forêt l'avait avalée tout entière. Les battus mobilisent des centaines de volontaires. Les chiens perdent sa piste près d'un ravin. Sa voiture est retrouvée sur un parking forestier, portière déverrouillée, appareil photo encore sur le siège passager. Mais Amélie ? Volatilisée. Puis, en septembre 2023, 2 randonneurs découvrent quelque chose dans une crevasse rocheuse, à près de 15 km de la dernière position connue d'Amélie. Un sac à dos en lambeaux, rongé par l'humidité et le temps. À l'intérieur, protégé par plusieurs sacs plastiques, un journal intime. Les pages sont tachées, certaines à peine lisibles, mais ce qui reste raconte une histoire qui glace le sang. Ce ne sont pas les notes habituelles d'une randonneuse perdue. C'est le témoignage d'une femme qui a découvert quelque chose dans ces bois. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui l'a suivi, jour après jour, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce soir, nous allons lire ensemble les passages les plus troublants de ce journal. Les mots exacts qu'Amélie a écrits pendant ces derniers jours. Et ce que vous allez entendre va remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur sa disparition. Car la vérité n'a rien à voir avec ce que tout le monde imaginait. Voici le journal d'Amélie Duchamp. Le journal 15 octobre 2018, premier jour. L'écriture est soignée, appliquée. Je commence ce journal parce que quelque chose d'étrange vient de se produire et j'ai besoin de le noter tant que c'est frais dans ma mémoire. Je sais que ça va paraître fou quand je le relirai plus tard, mais je dois l'écrire maintenant. J'ai installé mon campement près du lac des Corbeaux vers 16 heures. L'endroit est magnifique, exactement ce que je cherchais pour mes photos. Personne aux alentours, une solitude parfaite. J'ai passé 2 heures à photographier les hêtres, la lumière était incroyable. Mais voilà ce qui s'est passé, vers 18h30, alors que je rangeais mon matériel, j'ai entendu quelqu'un siffler. Pas un oiseau, non. Un sifflement humain, mélodieux, qui venait des profondeurs de la forêt. J'ai d'abord pensé qu'un autre randonneur était dans le coin. J'ai appelé « Bonjour », mais le sifflement s'est arrêté net. Silence total. Puis, après peut-être 30 secondes, le sifflement a recommencé. Exactement la même mélodie. La même cadence. Comme si quelqu'un répondait à mon appel, mais avec cette mélodie au lieu de mots. J'ai essayé de me diriger vers le son, mais il semblait se déplacer. Toujours à la même distance, toujours dans la même direction, plus profond dans la forêt. J'ai abandonné après 10 minutes. La nuit tombait et je ne suis pas stupide. Mais ce sifflement, il y avait quelque chose de dérangeant. Trop parfait. Trop répétitif. Je l'entends encore maintenant dans ma tente. Loin, très loin, mais il est là. Toujours la même mélodie. 16 octobre, deuxième jour. L'écriture commence à être moins régulière. Je n'ai presque pas dormi. Le sifflement a continué toute la nuit. Parfois proche, parfois lointain, mais toujours présent. Toujours la même putain de mélodie. Au lever du jour, je me suis dit que j'allais replier le camp et partir. C'est ce que la raison me dictait. Mais la lumière du matin était tellement belle, et je me sentais ridicule de fuir à cause d'un sifflement. Peut-être un berger dans les collines ? Un autre campeur qui s'amuse ? J'ai décidé de rester encore une journée. Grosse erreur. Vers midi, pendant que je photographiais un sentier de champignons, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu quelque chose. Une silhouette entre les arbres, à environ 50 mètres. Immobile. Grande, très grande, mais la forme était bizarre. Pas tout à fait humaine. Les proportions étaient fausses. Les bras trop longs peut-être ? Je ne sais pas, tout était flou à travers les branches. J'ai levé mon appareil pour zoomer, mais mes mains tremblaient. Quand j'ai regardé dans le viseur, la silhouette avait disparu. Volatilisée. Impossible qu'elle ait bougé si vite. C'est physiquement impossible. J'ai fouillé la zone pendant 1 heure. Aucune trace de pas. Aucun son. Rien. Mais je sais ce que j'ai vu. Quelque chose était là. Et maintenant,
j'ai cette sensation horrible dans la nuque. Cette certitude primitive que quelque chose me regarde. Je suis retournée au campement en marchant très vite, en regardant constamment derrière moi. Le sifflement a recommencé à la tombée de la nuit. Plus proche qu'hier. Beaucoup plus proche. 17 octobre, 3e jour. L'écriture est pressée, nerveuse. Je dois partir. Je dois partir. Mais il y a un problème. Ce matin, quand je suis sortie de ma tente, tous mes marqueurs étaient déplacés. J'avais marqué le sentier de retour vers le parking avec des rubans orange attachés aux arbres. C'est une précaution basique que je prends toujours. Tous les rubans avaient été arrachés pendant la nuit et déposés en cercle parfait autour de ma tente. Pas dispersés par le vent. Disposés. En cercle. Avec un espacement exact entre chaque ruban. Quelqu'un ou quelque chose a fait ça pendant que je dormais. À quelques mètres de moi. Je n'ai rien entendu. J'ai paniqué et commencé à replier le campement immédiatement, mais c'est là que j'ai réalisé le deuxième problème, je ne reconnais plus le chemin. Rien ne ressemble à ce dont je me souviens. Les arbres semblent différents. Les rochers ont changé de place. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est comme si la forêt s'était réarrangée pendant la nuit. Ma boussole indique le nord, mais quand je marche dans cette direction, je retombe toujours sur mon campement après 1 heure de marche. 3 fois. 3 fois j'ai essayé de partir et 3 fois je suis revenu exactement au même endroit. Le soleil commence à descendre. Je n'ai plus de marqueur. Mon téléphone n'a aucun signal, évidemment. Ma carte ne correspond plus au terrain. Et ce putain de sifflement, il ne s'arrête plus. Il vient de partout maintenant. Devant. Derrière. Sur les côtés. Comme si plusieurs personnes sifflaient en même temps, en cercle autour de moi. 18 octobre, 4e jour. L'écriture devient irrégulière, certains mots sont raturés. Quelque chose de terrible s'est produit cette nuit. Je me suis réveillée vers 3 heures du matin parce que ma tente bougeait. Pas à cause du vent. Quelqu'un la touchait de l'extérieur. Des doigts. Je pouvais voir l'empreinte des doigts qui appuyaient contre la toile, glissaient le long de la paroi, exploraient. Mais ces doigts, ils étaient trop longs. Beaucoup trop longs. Et il y en avait trop. Plus de 5. Je ne pouvais pas respirer. J'étais paralysée de terreur dans mon sac de couchage, à regarder ces ombres de doigts impossibles qui tâtonnaient sur ma tente. Puis le sifflement a commencé. Juste à côté de ma tête, de l'autre côté de la toile. Si proche que je pouvais sentir la condensation de son souffle sur ma joue à travers le tissu. La mélodie était la même, mais ralentie, déformée, comme un disque vinyle qui tourne trop lentement. Ça a duré des heures. Des putains d'heures. Les doigts qui touchaient, le sifflement qui continuait, et moi incapable de bouger, à pleurer silencieusement dans le noir. Au lever du jour, tout s'est arrêté d'un coup. Je suis sortie en tremblant et j'ai trouvé des marques dans la boue autour de la tente. Pas des empreintes de pas humaines. Pas des empreintes d'animal non plus. Quelque chose entre les deux. 4 longs orteils griffus et un talon étroit. Elles formaient un cercle complet autour de mon campement. Il, elle, ça, avait tourné autour de moi toute la nuit. J'ai vomi dans les buissons. Je dois sortir d'ici. Je m'en fous de la direction. Je marche jusqu'à ce que je trouve quelqu'un ou quelque chose de civilisé. 19 octobre, 5e jour. L'écriture est de plus en plus difficile à déchiffrer. J'ai marché toute la journée hier. J'ai marché jusqu'à l'épuisement. Mes pieds saignent. Mes jambes sont couvertes d'égratignures. Et je suis toujours ici. Toujours dans la même putain de portion de forêt. C'est impossible. C'est physiquement, géographiquement impossible. J'ai marché en ligne droite pendant des heures. J'ai marqué les arbres avec mon couteau pour ne pas tourner en rond. Mais je me retrouve toujours au même endroit. Comme si la forêt se repliait sur elle-même. Et maintenant je les vois. Pas seulement une silhouette. Plusieurs. Elles restent à la limite de ma vision, entre les arbres, toujours en mouvement. Grande et maigre, avec ses bras interminables qui pendent presque jusqu'au sol. Elles me suivent.
Elles ne se cachent même plus vraiment. Parfois, l'une d'elles se tient parfaitement immobile à 20 mètres de moi, et je peux voir sa forme étrange se découper contre les arbres. Quand j'essaie de la regarder directement, ma vision se trouble. Comme si mon cerveau refusait de traiter ce qu'il voit. La nuit dernière, elles se sont rapprochées. J'ai allumé un feu, pensant que ça les éloignerait, mais ça a eu l'effet inverse. Elles sont venues au bord du cercle de lumière, 6 ou 7, peut-être plus, et elles ont commencé à siffler tout ensemble. Un chœur discordant de cette même mélodie répétée à l'infini sous différentes tonalités. J'ai hurlé pour qu'elles partent. J'ai jeté des pierres. J'ai brandi mon couteau. Elles n'ont pas bougé. Elles sont juste restées là, à siffler, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Alors elles ont disparu dans l'obscurité. Mais je sais qu'elles sont toujours là. Attendant. 20 octobre, 6e jour. L'écriture est maintenant erratique, avec des passages presque illisibles. Je comprends maintenant. Oh mon Dieu, je comprends. Ce n'est pas une forêt normale. Ça ne l'a jamais été. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui qui explique tout. Un ancien campement, ou ce qu'il en reste. Une tente pourrie, un sac à dos en lambeaux, des vêtements moisis. Et un autre journal. Celui d'un homme, daté de 1987. Pierre Moreau. Il racontait exactement la même chose. Les sifflements. Les silhouettes. L'impossibilité de partir. Les dernières pages étaient déchirées, tachées de ce qui ressemble à du sang séché. La dernière entrée lisible disait « Elles ne sont pas de notre monde. C'est leur territoire. Nous sommes les intrus. Elles nous gardent. Nous gardent. Pourquoi ? » J'ai cherché autour du campement et j'ai trouvé d'autres objets. Des dizaines. Des lambeaux de sacs, des montres arrêtées, des chaussures solitaires, des morceaux de tente déchirés. Certains objets avaient l'air très vieux, d'autres plus récents. Combien de personnes ont disparu ici ? Combien sont mortes en cherchant désespérément une sortie qui n'existe pas ? Cette partie de la forêt est un piège. Une zone étrange où les règles normales ne s'appliquent pas. Et ces créatures, elles sont les gardiennes. Ou peut-être les chasseuses. J'ai essayé de rester calme, de réfléchir rationnellement. Mes provisions diminuent. Mon eau est presque épuisée. Je deviens plus faible chaque jour. Et elles le savent. Elles attendent que je sois trop faible pour résister. Cette nuit, elles se sont approchées encore plus près. L'une d'elles a tendu son bras démesurément long et a touché ma tente. J'ai vu l'ombre de sa main impossible se poser sur la toile. 7 doigts. J'ai compté. 7 doigts longs et articulés qui ont tapé doucement, presque tendrement, comme pour tester ma réaction. 21 octobre, 7e jour. L'écriture est tremblante, presque illisible par endroits. Je crois que je deviens folle. Ou peut-être que j'ai toujours été folle et que je viens seulement de m'en rendre compte. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui défie toute explication rationnelle. Je marchais, encore une fois essayant de trouver une sortie, quand je suis tombée sur un arbre que j'avais marqué avec mon couteau 3 jours plus tôt. Mais la marque était différente. Elle était plus profonde, plus large, comme si quelqu'un l'avait retravaillée. Et à côté de ma marque, il y avait des symboles. Des formes géométriques complexes gravées dans l'écorce. Des spirales, des angles impossibles, des patterns qui me donnent mal à la tête quand je les regarde trop longtemps. J'ai suivi les arbres marqués et j'ai découvert qu'ils formaient un motif. Un cercle gigantesque avec des lignes qui convergeaient vers un centre. Et au centre, il y avait une clairière que je n'avais jamais vue auparavant. Au milieu de cette clairière, un grand rocher plat couvert de ces mêmes symboles étranges. Et autour du rocher, disposés en cercle concentrique, des objets. Des montres. Des dizaines de montres. Toutes arrêtées à des heures différentes. Toutes posées avec soin, face vers le ciel. Je me suis approchée malgré ma terreur et j'ai reconnu ma propre montre parmi elles. Celle que je portais il y a 2 jours. Celle que j'avais perdue, ou pensais avoir perdue. Elle était là, arrêtée à 3h33. L'heure exacte où je m'étais réveillée la nuit où les doigts avaient touché ma tente. Comment est-ce possible ? Je la portais. Je m'en souviens.
Mais elle était là, parfaitement disposée avec les autres. C'est alors que j'ai compris, elle ne se contente pas de nous garder ici. Elle nous étudie. Nous collecte. Pièce par pièce. 22 octobre, 8e jour. L'écriture est maintenant presque frénétique, les lignes s'entremêlent. Je ne peux plus faire semblant d'être rationnel. Il se passe quelque chose avec le temps ici. Les jours ne passent pas normalement. Parfois le soleil reste figé pendant ce qui semble être des heures. Parfois la nuit tombe en quelques minutes. Ma montre, non, je n'ai plus de montre, je me souviens maintenant, mon téléphone indique des heures impossibles. 25h47, 13h93. Les chiffres n'ont plus de sens. Je ne sais plus depuis combien de temps je suis vraiment ici. Les entrées de mon journal disent une semaine, mais ça pourrait être des mois. Ou des jours. Ou une éternité. J'ai essayé quelque chose de désespéré aujourd'hui. Je me suis approchée d'une des créatures. Volontairement. Je voulais voir ce qu'elle ferait. Je voulais comprendre. Elle était debout près d'un être, parfaitement immobile, sa silhouette impossible se découpant contre le ciel gris. Je me suis approchée lentement, les mains levées pour montrer que je n'étais pas une menace. À 3 mètres d'elle, j'ai pu enfin la voir clairement. Et j'ai vomi immédiatement. Ce n'était pas un être vivant. Pas de la façon dont nous comprenons la vie. C'était comme si quelqu'un avait essayé de créer quelque chose de humain en n'ayant qu'une description vague et floue de ce à quoi un humain ressemble. Les proportions étaient toutes fausses. La peau était grise et lisse comme de la pierre mouillée. Les yeux, oh Dieu, les yeux, il n'y avait pas de blanc, pas d'iris. Juste des orbites noires profondes qui semblaient regarder à travers moi plutôt que vers moi. Et la bouche. La bouche s'ouvrait trop grand, comme une déchirure dans le tissu de la réalité, et de cette bouche venait le sifflement. Sans fin. Sans respiration. Juste ce sifflement mécanique et horrible. 23 octobre, 9e jour. L'écriture est à peine lisible, les mots sont griffonnés de façon chaotique. Elles parlent maintenant pas avec des mots mais je les entends dans ma tête. Elles disent que je suis spéciale, que je peux voir ce que les autres ne voient pas. Elles disent que cet endroit est un entre-deux, un lieu qui existe entre notre monde et le leur, un pli dans la réalité où elles attendent. Elles ont toujours été là bien avant les humains, bien avant les arbres. Elles étaient là et elles seront là après. J'ai trouvé plus de restes aujourd'hui, des os cette fois pas disposés en cercle mais empilés formant des structures, des tours, des arches, des patterns géométriques complexes. Elles construisent quelque chose avec les morceaux de ceux qui sont venus avant moi, un temple peut-être ou une porte, je ne sais pas, mais c'est immense, ça s'étend sur des centaines de mètres dans la forêt, des os et des objets et des vêtements tous disposés avec un soin méticuleux selon un plan que je ne peux pas comprendre. J'ai essayé de détruire une partie de la structure, de renverser une des tours d'eau mais les créatures sont apparues immédiatement tout en même temps surgissant des arbres. Elles ne m'ont pas touché mais elles ont sifflé si fort que mes oreilles ont saigné et elles ont reconstruit ce que j'avais détruit en quelques secondes, leurs mains impossibles bougeant trop vite pour que je puisse les suivre, des doigts qui se pliaient dans des angles impossibles qui manipulaient les os comme si c'était été de l'argile molle. Je comprends maintenant que je ne partirai jamais, je vais mourir ici comme tous les autres et mes os seront ajoutés à leur structure, ma montre sera placée dans le cercle, mes vêtements seront disposés selon leurs motifs incompréhensibles, je deviendrai une partie de leur collection, une pièce de plus dans leur puzzle éternel et peut-être qu'un jour quelqu'un trouvera ce journal et essaiera de me sauver mais il sera trop tard, il est déjà trop tard, il a toujours été trop tard. 24 octobre, 10e jour. La dernière entrée, l'écriture est presque illisible, les lettres sont déformées. Dernière nuit. Je le sais parce qu'elles me l'ont dit. Dans ma tête. Leur voix comme du verre brisé qui gratte l'intérieur de mon crâne. Elles disent que le temps est venu. Que j'ai été observée, mesurée, évaluée. Que je suis prête maintenant. Prête pourquoi? Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. J'ai essayé de me suicider. J'ai pris mon couteau et je l'ai posé contre ma gorge mais mes mains ne voulaient pas obéir. Comme si elles ne m'appartenaient plus. J'ai hurlé et pleuré et supplié mais mes mains restaient immobiles, le couteau pressé contre ma peau mais incapable d'appuyer. Elles ne me laissent même pas mourir. Elles contrôlent même ça maintenant. La nuit tombe et elles forment un cercle autour de moi. Des dizaines. Peut-être des centaines. Toutes sifflant à l'unisson cette mélodie maudite qui est maintenant gravée dans mon cerveau pour l'éternité. Elles se rapprochent. Centimètre par centimètre.
Je peux sentir quelque chose changer dans l'air. Une pression. Une tension. Comme si la réalité elle-même se pliait autour de moi, se comprimait, se tordait. Si quelqu'un trouve ce journal, ne venez pas chercher mon corps. Ne cherchez même pas à comprendre ce qui m'est arrivé. Oubliez que j'ai existé. Oubliez cette forêt. Il y a des endroits dans ce monde qui ne sont pas faits pour nous. Des endroits où d'autres choses règnent. Des choses qui étaient là avant nous et qui seront là longtemps après. Cette forêt est un de ces endroits. Et maintenant j'en fais partie. Elles sont juste devant moi maintenant. Je peux voir leur visage impossible. Leur bouche qui s'ouvre. L'entrée s'arrête brusquement, le dernier mot inachevé. Voilà où le journal d'Amélie Duchamp s'arrête. La dernière page est tachée de ce qui a été identifié comme du sang. Son sang. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est même pas le plus troublant. Quand les autorités ont analysé le journal, elles ont découvert quelque chose d'impossible. Quelque chose qui remet en question tout ce que nous croyons comprendre sur la disparition d'Amélie. Les dates inscrites dans le journal s'étalent sur 10 jours, du 15 au 24 octobre 2018. Mais l'analyse scientifique de l'encre, du papier et de la dégradation du journal révèle qu'il n'a pas pu rester exposé aux éléments pendant 5 ans. Les experts sont formels, le journal a été écrit et laissé dans cette grotte il y a moins de 6 mois. Pas 5 ans. 6 mois. Amélie a disparu en octobre 2018. Le journal a été écrit en octobre 2018, selon ce qu'elle a inscrit. Mais il n'a été exposé aux éléments que depuis mars 2023 environ. Où était-il pendant ces 4 années et demie? La seule explication possible est que quelqu'un ou quelque chose l'a conservé ailleurs, dans un endroit sec et protégé, avant de le déposer dans cette grotte pour qu'il soit trouvé. Mais qui? Et pourquoi? Il y a pire. Beaucoup pire. Les 2 randonneurs qui ont découvert le journal, Marc et Sophie Tremblay, ont été interrogés en détail sur leur découverte. Ils ont expliqué avoir entendu un sifflement étrange dans la forêt, une mélodie répétitive qui les a attirés vers la crevasse rocheuse. Quand les enquêteurs leur ont demandé de reproduire cette mélodie, ils ont tous les 2 sifflé exactement la même chose. La même mélodie qu'Amélie décrit dans son journal. Note pour note. Sans jamais avoir lu cette partie du journal au moment de leur témoignage. Marc Tremblay est retourné dans la forêt 3 semaines après avoir découvert le journal. Il voulait retrouver l'endroit exact de la découverte avec une équipe de recherche. Il n'est jamais revenu. Sa disparition a été signalée le 28 septembre 2023. Aucune trace n'a été retrouvée. Sophie Tremblay a refusé de participer à toute recherche supplémentaire. Elle a quitté la région et refuse de parler de ce qu'elle a vu dans la forêt. Quand un journaliste a réussi à la joindre par téléphone en janvier 2024, elle a simplement dit « Elle garde leur secret. Ne cherchez pas à comprendre. Ne retournez jamais là-bas. » Puis elle a raccroché et a changé de numéro. Les autorités ont organisé plusieurs expéditions dans la zone où le journal a été trouvé. 3 de ces expéditions se sont déroulées sans incident notable, bien que plusieurs membres aient rapporté des sensations étranges, une impression d'être observés, des difficultés inexpliquées avec les boussoles et les GPS. La 4e expédition, menée en novembre 2023, a disparu pendant 16 heures. L'équipe de 5 personnes, tous des professionnels expérimentés, a perdu complètement ses repères dans une portion de forêt d'Aix-en-Grave-Peine 3 km². Ils ont erré en cercle pendant toute une journée et une nuit, incapables de retrouver leur chemin malgré l'équipement moderne. Quand ils ont finalement émergé de la forêt, tous étaient en état de choc. 2 d'entre eux ont dû être hospitalisés pour déshydratation sévère et troubles psychologiques. Aucun n'a voulu donner de détails précis sur ce qu'ils avaient vécu, mais l'un d'eux a été entendu murmurant sans cesse « Elles étaient là. Elles nous regardaient. Elles voulaient qu'on reste. » Le plus troublant dans tout cela? La zone forestière où Amélie a disparu, où le journal a été trouvé, où Marc Tremblay s'est volatilisé, cette zone n'est pas isolée ou difficile d'accès. C'est une partie populaire de la forêt des Vosges, fréquentée par des centaines de randonneurs chaque année. Des sentiers balisés la traversent. Des refuges sont situés à quelques kilomètres seulement. Pourtant, sur les cartes officielles récentes, cette portion précise de forêt est maintenant marquée d'un avertissement, zone à éviter, anomalie géomagnétique, interférence avec équipement de navigation. Les autorités n'ont jamais expliqué publiquement ce que signifient exactement ces anomalies géomagnétiques.
Des recherches historiques ont révélé que cette partie de la forêt a une longue histoire de disparitions inexpliquées, remontant à plusieurs siècles. Des archives locales mentionnent des esprits de la forêt qui volaient les voyageurs. Des légendes parlent de gardiens des bois qui sifflaient pour attirer les imprudents. En 1923, un instituteur nommé Henri Beaumont a écrit un article dans un journal local sur les phénomènes étranges de la forêt des Corbeaux, décrivant des sons inexpliqués, des témoins voyant des silhouettes impossibles entre les arbres, des personnes perdant leur chemin dans des zones qu'elles connaissaient parfaitement. L'article n'a jamais été publié. Le manuscrit a été retrouvé dans les archives municipales avec une note manuscrite, trop dangereux. N'encourageons pas les curieux. Aujourd'hui, la famille d'Amélie Duchamp vit avec la certitude horrible que leur fille est morte, mais sans jamais avoir pu faire son deuil correctement. Aucun corps n'a été retrouvé. Seulement ce journal terrifiant qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Son père, Jean-Michel Duchamp, a déclaré lors d'une interview en 2024 « Je ne sais pas ce qui est pire. Penser qu'elle est morte rapidement, ou imaginer qu'elle a vécu ces horreurs qu'elle décrit. Qu'elle a passé ses derniers jours dans la terreur absolue, sachant qu'elle allait mourir et qu'il n'y avait aucune échappatoire. Ce journal, c'est sa voix qui crie depuis la tombe. Mais que nous dit-elle vraiment? La question reste sans réponse. Le journal d'Amélie Duchamp est maintenant conservé dans les archives de la police judiciaire, classé comme pièce à conviction dans une enquête toujours ouverte. Mais en réalité, tout le monde sait que l'enquête n'ira nulle part. Comment enquêter sur quelque chose qui défie toute logique? Comment chercher des réponses dans un endroit où les lois naturelles semblent ne plus s'appliquer? Si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est qu'il existe des endroits dans notre monde qui ne nous appartiennent pas. Des zones où d'autres règles prévalent. Des territoires où nous ne sommes pas les bienvenus, où nous ne sommes pas au sommet de la chaîne alimentaire, où nous ne sommes même pas les prédateurs. Nous sommes la proie. Et voici le détail final, celui qui empêche de dormir tous ceux qui connaissent cette affaire. En septembre 2024, exactement un an après la découverte du journal, un nouveau sac à dos a été trouvé dans la même crevasse rocheuse. À l'intérieur, un autre journal. Celui de Marc Tremblay. Les 10 premières pages décrivent exactement la même progression. Les sifflements. Les silhouettes. L'impossibilité de partir. Les mêmes créatures. Les mêmes terreurs. Comme si l'histoire se répétait, encore et encore, piégeant chaque nouvelle victime dans le même cauchemar cyclique. La dernière page du journal de Marc dit simplement « Amélie avait raison sur tout. Elle ne nous tue pas. Elle nous transforme. Je peux sentir quelque chose changer en moi. Mes doigts s'allongent. Ma vision se trouble. Et je commence à comprendre leur mélodie. Bientôt, je sifflerai avec elle. Bientôt, je serai l'un des gardiens. Et j'attendrai le prochain qui osera venir. » Le journal de Marc n'a jamais été rendu public. Les autorités ont décidé que certaines vérités sont trop dangereuses pour être partagées. Mais l'information a fuité, comme elle finit toujours par le faire. Et maintenant, vous la connaissez aussi. Amélie Duchamp n'a jamais quitté la forêt. Elle y est toujours. Sous une forme ou une autre. Avec Marc. Et avec tous les autres qui ont disparu dans ces bois au fil des siècles. Attendant. Sifflant. Gardant leur territoire contre les intrus qui ne comprennent pas l'avertissement. La forêt des Vosges reste ouverte au public. Les sentiers sont toujours balisés. Mais si vous y allez un jour, et que vous entendez un sifflement mélodieux venant des profondeurs des bois, ne suivez pas le son. Ne cherchez pas à comprendre. Faites demi-tour immédiatement. Car ce n'est pas un randonneur qui vous appelle. C'est Amélie. Ou ce qu'elle est devenue. Et elle veut de la compagnie.